autre fois sur ma chaîne pour une nouvelle capsule de Autour de café, cette fois-ci avec Karine Saint-Michel. Puis c'est pas comme les autres fois parce que là c'est ni du café, ni du chocolat chaud, c'est full concept parce que c'est bulle de nuit. Yeah! Je m'ennuyais! J'en ai tout reçu. Et voilà! Good nuit! Good night! C'est ça qu'on appelait ça. Good night. Chien. Ça goûte le mousseux, je dirais un petit goût de pêche. Je vais vous présenter Karine, parce que ça se fait qu'il y en a qui la connaissent pas. Tu es présentement avec l'agence Spex Model. Tu as fait plusieurs défilés mode. Tu as étudié le théâtre ou tu fais juste du théâtre depuis longtemps? J'ai étudié le théâtre. Et tu chantes aussi? Oui, ça fait 9 ans. Tu as pris des cours? Oui, j'ai pris des cours pendant 8 ans. Quand même. Ça fait vraiment pas longtemps que j'ai arrêté en fait mes cours de chant. Ben ça fait peut-être 1 an et demi. Tu as participé avec le blogueur Phil Rose à plusieurs capsules humoristiques. Oui. Que c'est très drôle en passant. Tu as participé aussi à un documentaire qui a passé à Télé-Québec, Ouais. L'amour au temps du numérique. Tu as un compte Instagram qui compte plus de 100 000 abonnés. Tu commences sous peu aussi une série web, Les Carineries. Puis, bien sûr, tu as participé à la dernière saison de Occupation 2. Oui! Une autre affaire, je fais des cocos avec mon chien à l'occasion. Mais elle est toute cute. Oui, c'est mignonne, Casey est très mignonne. Elle aspire vraiment à devenir une influenceur canine. Sur les réseaux sociaux. Je vais préciser. Ouais. Nouvelle influenceur. Canine. Ok, on va passer aux questions. Ouais. Premièrement, qu'est-ce qui t'attire le plus dans le mannequinat? Pourquoi avoir débuté une carrière de mannequin? Parce que vu que j'étudie en théâtre, moi depuis que j'ai 5 ans, je dis que je veux être actrice. C'est vraiment comme ma passion depuis que je suis toute petite. C'est comme un moyen pour moi de m'exprimer, de comme rentrer un peu dans le milieu des médias, puis de m'habituer à avoir une caméra devant moi tout le temps. Puis j'aimais vraiment ça parce que le mannequinat, c'est un peu jouer un personnage, c'est un peu jouer quelqu'un d'autre. Fait que ça se rejoint. J'adore la mode, j'adore tout ce qui est esthétique. Fait que c'est pour ça. Tu as déjà mentionné, si je me trompe, que tu voulais devenir animatrice, mannequin et actrice. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces trois métiers? Mannequin, animatrice, actrice, c'est tout un métier que tu joues un peu un personnage. Animatrice, tu joues pas. Tu prends comme un genre de prestance. Ça reste comme un jeu d'image, puis de vendre quelque chose, de montrer, de présenter quelque chose qui est comme efficace, vendeur, qui est divertissant, qui plaît, qui fait rire ou whatever. Fait que les trois, c'est un peu ça. Puis moi, c'est un peu ça que j'aime, c'est vendre du rêve. Parce que j'aime ça, acheter du rêve. Fait que ces trois métiers-là, ça me fait vendre du rêve pour qu'après ça, je l'achète. Mon propre rêve. C'est cool que tu aies parlé de vendre du rêve parce que sur Instagram, tu as parlé du live que tu avais fait à propos du mannequinat et tout. Puis tu parles que, dans le fond, c'est pas juste le fait d'être beau, belle et mince, c'est aussi d'être à l'aise avec son corps et tout. Puis de vendre du rêve, justement. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ben, en fait, c'est pas juste d'être beau, belle et vendre du rêve, c'est d'être capable de vendre un produit. C'est être capable de le présenter, c'est être capable d'être rapide devant une caméra, d'être rapide quand tu es sur un set avec un client, de savoir c'est quoi que le client veut, de savoir c'est quoi l'ambiance du produit, le mood de la marque, connaître ses angles, connaître comment la lumière tombe dans son visage. C'est vraiment plus complexe que juste poser devant une caméra, tu sais. Par exemple, moi, je donne qu'un exemple, puis on s'entend que je suis vraiment pas une top mannequin à Montréal, tu sais, je vous le dis, il y a des mannequins beaucoup plus connus à Montréal qui travaillent 100 fois plus que moi. Mais moi, quand je suis en shooting, ça me prend 1 heure pour faire 10 photos. Mais quand j'ai commencé, ça me prenait 4 heures faire 10 photos. Puis même, ça peut me prendre 20 minutes faire 10 photos. C'est rapide. Le photographe, il prend vraiment comme son temps, puis qu'il clique pas non-stop, puis qu'il set bien ses choses, puis tout, ça peut prendre 5 photos avant d'avoir une bonne photo. Je connais mes angles, je sais de quoi la photo va avoir l'air sans la voir. Parce que je suis habituée d'en faire, je suis habituée d'avoir regardé beaucoup ce que je faisais, de m'être beaucoup regardée dans le miroir et tout. Puis c'est ça aussi être mannequin, c'est pas prendre des beaux selfies sur Instagram parce que on le sait pas, ça a pris combien de temps qu'elle prenne ce selfie-là. Dans le miroir, même affaire. Une blogueuse qui se fait prendre en photo par son chum dans la rue, c'est pas une mannequin non plus. Tu sais, c'est ça la différence vraiment que il y a plein de monde qui font pas, c'est avoir une prestance, être capable de se tenir droit, c'est une belle attitude puis c'est une belle personnalité aussi parce que être mannequin, c'est aussi faire des showrooms.
C'est aussi faire être hôtesse des fois dans des événements. Ça, j'en ai fait beaucoup pour des marques comme Wonder Bra ou comme Triumph, puis ça, c'est des marques de sous-vêtements, de lingerie et tout. Mettons, le client qui est Wonder Bra t'engage pour être là quand il va faire sa présentation à Sears, Labé, tu sais, des grosses compagnies qui vont acheter cette collection-là ou pas. Donc, il engage peut-être 1 ou 2 mannequins qui fait juste être là, présenté, devant des gros clients. Fait que pour le client qui t'engage, il faut tellement qu'il te fasse confiance que ta personnalité est belle et tout. Si t'arrives, t'es chiant, t'es comme... Là, tu fais une super belle pause. Le client, c'est comme t'es faite. C'est être capable de rendre confortable une brassière ou n'importe quoi que t'es pas confortable. T'sais, ou que t'es pas bien. T'sais, des fois, là, moi, j'étais un 8, j'ai défilé avec des 6. Ça fait mal! Et man, j'étais de même. Puis c'est ça, être mannequin aussi. Puis c'est d'avoir full une belle attitude quand t'arrives dans le showroom, t'es comme... Puis là, le client est content, ça va une belle prestance, marcher autour, le client peut regarder, toucher, tu sais. C'est plein d'affaires comme ça. C'est pas juste, tu prends une photo puis t'es vraiment belle, puis tu postes sur ton Instagram, aïe, t'avais tellement un beau style quand t'étais de même sur le divan, tu devrais être mannequin. C'est pas ça, être mannequin. C'est vraiment plus que ça. Il y a une question de personnalité aussi, puis de vibe. Puis des fois, on voit des mannequins qu'on est comme, voyons donc, on voit qu'il y a le mannequin. T'as aucune idée en vrai comment. Fait qu'il y a toute une genre de différence. Des fois, tu vois une mannequin en vrai, pis t'es comme, toi, t'es mannequin. Après ça, tu vois les photos, pis tu fais, waouh, cette fille-là connaît ses angles, connaît la lumière, elle sait tout comment poser devant une caméra, ce qui fait qu'elle est incroyable. Puis elle a un beau vibe et tout, mais en vrai, elle a l'air de rien. Puis des fois, c'est le contraire. La fille est écœurante en vrai, t'es là, waouh, mais elle sera jamais mannequin. Parce qu'elle n'est pas capable. C'est aussi une question de photogénie, d'être photogénique et tout. Okay. Voilà. Est-ce que la participation au OD était un move stratégique pour augmenter ta visibilité ou un trip parce que, comme tu as déjà dit en entrevue, tu as le goût de tout vivre dans ta vie? C'est un peu des deux. Le move stratégique, je dirais qu'il y avait plus que ça avançait, moins qu'il était là. Ben, ma première audition, j'étais comme, hey, je vais ruiner ma vie, oubliez ça, je fais jamais cette audition-là et tout. Puis il y a un de mes amis qui a fait Vol 920 qui arrêtait pas de me dire, faut vraiment que tu viennes, faut vraiment que tu viennes, faut vraiment que tu viennes. Puis j'étais comme, oh my god. J'ai fait, ok, puis là, je l'ai fait un peu à reculons. Plus qu'il m'en parlait, j'étais comme, hey, peut-être que ça serait cool, peut-être que ça me ferait triper. Puis il me vantait plein de trucs, puis j'étais comme, pour ma carrière, là, t'as aucune idée, je vais détruire ma vie. Je me disais que j'aurais plus jamais de job après, que je pourrais plus travailler et tout, parce que les autres années, il y en a qui se sont détruites vraiment, comme que après ça, tu regardes et t'es comme, oh mon Dieu, comment qu'elle va faire cette fille-là pour avoir une job après? Il n'y a pas des filles comme Marika Morin. C'est d'autres filles que justement... On s'en souvient plus parce que... C'est ça, que tu dis, ok, elle a vraiment détruit sa vie. Elle a fait une affaire qui avait fait réagir et tout, mais après ça, on est comme... C'était à refaire après l'avoir vécu. Est-ce que tu recommencerais? Puis si oui, qu'est-ce que tu changerais ou changerais pas dans ton aventure avec OD? Je le ferais en sachant c'est quoi tous les dessous. Je sais c'est quoi maintenant un peu comment prendre le chemin et tout, mettons, pour me rendre plus loin. Mais mettons que je l'ai jamais fait, je le referais pas. Oh mon Dieu Seigneur, c'est tellement difficile, jamais. On m'a déjà demandé la question, est-ce que tu changerais quelque chose? Puis je pense que non. En même temps, oui, je m'ouvrirais moins à Karim. Je me suis tellement ouverte, puis ça n'a pas été montré à quel point je me suis ouverte. Ça n'a jamais été montré. J'y ai dit plein de choses tellement privées puis tellement difficiles à exprimer. Puis après ça, voir tout ça, c'est comme un couteau là, qui te rentre dans le cœur. Tu te dis, oh mon Dieu, je me suis tellement ouverte à une personne qui ne méritait aucunement ça. C'est l'affaire que je regrette. Sinon, tout le reste, j'assume pas mal. Ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Puis ça continue à me faire évoluer, puis ça va continuer à me faire évoluer. Fait que je peux juste être contente de ça. C'est une expérience de plus. Ouais. En parlant de choses qu'on ne montre pas à la télé, comme tu viens d'en parler, qu'est-ce que les téléspectateurs ne voient pas, mais qui affecte grandement l'aventure? On n'entend pas en entrevue qu'est-ce qu'ils nous disent. Ils nous parlent pas beaucoup. Des fois, c'est un peu comme genre de thérapie, parce que qu'est-ce qu'ils demandent, ils essayent de rien influencer, mais des fois, limite, ça nous influence un peu. Une question qui fait qu'on répond en entrevue, on les entend jamais. Il y a quelqu'un qui nous parle en arrière de la caméra, puis qui nous dit des choses, puis qui dirige notre conversation pour qu'est-ce qu'on dit en entrevue, puis qui t'enligne vers qu'est-ce qu'ils veulent que tu dises un peu.
Elle dit jamais ce qu'elle veut qu'on dise. Mais des fois, elle t'aide à mettre des mots plus clairs, puis à plus comprendre, puis à partir sur des réflexions qui fait « Ah! » Tu sais, parce que moi, au début, mettons, quand j'ai su qu'il y avait des nouvelles, j'étais en tabarnak. Ouais, ça. Après ça, quand ils sont arrivés, je les aimais full. Puis, elles m'ont comme... Elles mettaient genre un esprit de... Tu sais, les filles derrière la caméra ou le gars, elles mettaient un peu un esprit. Puis après ça, j'étais fru contre elles. Mais j'avais des raisons, par exemple, de l'être. J'avais vraiment beaucoup de raisons de l'être. Parce qu'il y a plein d'affaires qu'on voit pas, qui se passent puis qui sont jamais mentionnées. Mettons, on avait eu une activité, une fois, puis il y avait 2 autos. Puis là, c'était séparé les nouvelles puis les anciennes. Puis il y avait une seule auto qui avait de la musique. Les autres, ça fait 4 jours qu'ils sont dans la maison. Fait qu'il y a 4 jours, elles avaient de la musique. Nous, ça fait 5 semaines qu'on n'a pas écouté de musique. On aimerait savoir l'auto qui a de la musique. Mais elles prennent l'auto qui a de la musique. Fait que là, nous, on est dans l'autre auto, pas de musique, puis on est en tabarnak. Parce qu'on est comme, toi, ça fait 4 jours que t'avais ton sel puis t'écoutais de la musique dans l'avion. Nous, ça fait 5 semaines qu'on n'a pas entendu de notes de musique. Genre qu'on crave pour juste entendre une toune de radio. Puis, vous pognez le taxi qui a de la musique. Ouais, mais nous aussi, on a le droit, genre, pis tout. Après ça, pour le retour, on essaye d'embarquer direct dans le taxi qui a de la musique. Puis là, ils nous font d'attitude de même, ils sont comme, en tout cas, Chris de bitch. Puis là, ils font des commentaires de même. Personne voit ça. Puis là, genre, plein d'affaires qu'on n'avait pas le droit. Mettons, on n'avait pas le droit d'alcool, on n'avait pas le droit de trucs. Puis là, maintenant qu'elles sont là, ben là, elles ont droit à de l'alcool, des films, des trucs. Nous, on avait zéro le droit à ça. Elles ont droit, puis on s'est comme, hey, nous, on s'est battus pendant 5 semaines pour avoir ça. Puis vous autres, vous l'avez, ça fait 4 jours, vous êtes ici. Puis vous comprenez pas. Puis là, après ça, vous dites, vous êtes folle, puis tout, puis vous faites plein de commentaires, puis on vous l'entend dire, là, on vous voit, là, votre attitude et tout, puis vous êtes comme, ils sont folles, non. Mais t'habites sur quelle planète, genre? Ça fait 5 semaines qu'on n'a aucun contact avec l'extérieur. Toi, t'as eu un contact avec l'extérieur il y a 1 semaine. Et ben là, moi, ça faisait déjà 1 semaine qu'on n'avait aucun contact avec l'extérieur quand le show a commencé, quand la première semaine a commencé. Plein d'affaires de même que eux autres, elles comprenaient pas puis qui faisaient que j'avais de la haine, mais je comprenais pas ça. Au début, j'étais juste, j'ai haï. Puis quand la fille nous parlait, derrière la caméra, j'arrêtais pas de me dire, ouais, mais elle dit son droit, puis plein d'affaires, puis elle essayait de me tourner pour me dire, non, t'as pas raison d'être autant fâchée. Puis après ça, j'ai tout tourné dans la tête, pourquoi je suis autant fâchée, puis j'ai dit, puis elle dit, voilà, là, t'as mis des mots sur pourquoi t'es fâchée. Ça fait, là, je comprends. Là, je comprends pourquoi t'es fâchée. Je vais faire attention. Puis après ça, il y a eu des trucs, elle a fait attention tout pour qu'on ait plus de permission puis qu'elle n'ait pas droit à tout. J'en apprends des affaires. Ouais. Sur Instagram, tu as mis une photo où tu expliquais tes craintes d'être oubliée dans quelques mois à cause du gros boom que tu avais causé OD. En quoi OD a eu un si gros impact avec tes réseaux sociaux et ta carrière? Mais premièrement, j'avais 7000 abonnés avant de partir à OD. Désormais, j'en ai plus que 100 000. Tu sais, maintenant, je m'en vais me faire coiffer, puis il y a un article dans envedette.ca qui dit « Karine est allée au coiffeur ». C'est pas vrai, là, mais tu sais, c'est un peu ça. C'est beau avoir 100 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Il y a combien de personnes qui ont écouté OD? Il y a plus que 2 millions de personnes qui ont écouté OD. Puis après ça, c'est qui ont juste checké sur le web, puis checké les memes, puis juste les extraits web. Ça arrive à presque tout le monde. On est 6 millions au Québec. On est 7 millions presque au Québec. Ça fait presque tout le monde. Fait que ça fait que même si j'ai juste 100 000 abonnés, je marche dans la rue, je vais à l'épicerie et les gens me reconnaissent. Pourquoi est-ce que tu penses que les gens vont t'oublier? Pourquoi c'est si important que les gens se souviennent de toi ou pour ta carrière? Parce que c'est tellement éphémère aujourd'hui avec les réseaux sociaux, la popularité. J'ai peur que quand la prochaine saison d'Occupation Double va commencer, ben il y en a une autre Karine. C'est comme qu'il va en avoir une autre Joanie. Tu sais, il y a plein de monde qui vont complètement oublier puis qui vont suivre la nouvelle saison. Puis c'est tout. Puis moi, je ferai plus jaser parce que je suis moins intéressante. Là, il y a tous eux qui sont plus intéressants. Là, c'est les nouveaux. C'est pour ça que j'essaye vraiment de faire des nouveaux projets, d'embarquer puis de juste marquer tellement qu'on puisse pas m'oublier, d'embarquer dans des nouveaux projets qui vont faire que tout le temps ça va tourner puis je vais être obligée d'être dans la tête du monde tout le temps puis qu'on se rappelle plus de moi juste à cause de OD dans comme 3-4 ans. Je pense que tu fais pas mal bien pour l'instant. Pour l'instant, mais là, tu sais, là, la prochaine saison d'OD est même pas encore arrivée, fait que c'est sûr qu'en ce moment c'est un peu plus facile parce qu'il y en a pas d'autres. Mais je pense que t'as bien laissé ta marque. Je pense que le monde va vraiment se souvenir de toi. Ah, j'espère, merci tellement. Mais t'en as un petit peu parlé, mais bon, peut-être que tu vas rajouter quelque chose. Les premières années d'OD, Facebook n'était pas lancé ou à peine, en 2003 puis en 2004. Là. Que penses-tu des réseaux sociaux par rapport à cette émission-là? Puis des fans, les critiques, les critiques des autres, etc.
Est-ce que tu penses que ça change la donne sur la façon dont les gens agissent pendant l'émission? Ouais, vraiment. Cette année, sans les réseaux sociaux, OD ça n'aurait jamais pogné. Selon moi, comme l'équipe des réseaux sociaux sur Occupation Double ont comme fait une job extra. C'est pas à cause de l'équipe qui faisait le show et tout, là, c'était vraiment incroyable, mais le public qui regarde Occupation Double, c'est le public qui est ultra actif sur les réseaux sociaux. Fait que s'il n'y avait pas eu tout ça, le monde n'aurait pas ouvert leur télé, puis ils n'auraient pas écouté. C'est qu'ils ont tous créé un branding autour, ils ont créé des blogs, ils ont créé plein d'affaires, de sections sur nouveau.ca. C'est vraiment cool. Moi, je trouve que c'est ça qui a fait que le monde devienne fan pour vrai, puis le monde accroche parce qu'il y a toujours plus de contenu, il y a toujours plus de trucs, il y a toujours plus d'affaires intéressantes à regarder, à lire. Fait que moi, je pense que c'est pour ça que ça a autant bien marché cette année, c'est les réseaux sociaux familiaux. Par rapport à l'interaction des réseaux sociaux, justement, par contre, oui, ça a marché plus à cause de Facebook. Mais si on regarde, mettons, l'interaction des gens, en 2003, Facebook n'existait même pas. Donc, on a regardé Occupation Double, c'était la première année aussi. Mais on pouvait pas, tu sais, à part s'en parler sur la cafétéria, on s'en parlait pas. Tu sais, là, il y a les haters, il y a ceux que, tu sais, comme Joanie, on s'entend-tu que la pétition. ça wow, c'est cette approche des réseaux sociaux par rapport à une télésérie, une télé-réalité aussi, là. Ben oui. Dans le fond, c'est sûr que ça a un gros effet parce que ça fait que tu t'influences mutuellement puis ça grossit un gag ou ça grossit une situation qui devient comme disproportionnée. Comme le chien-chien. Ouais, puis tu deviens aussi influençable puis tu prends l'opinion de qu'est-ce qui est écrit sur les réseaux sociaux. Tu sais, moi, je me rappelle la dernière saison d'OD, là, je suivais Conneries OD Québec. Puis si Conneries OD aimait un candidat, je l'aimais. Puis s'il l'aimait pas, je le trouvais cave. J'étais vraiment de même. Fait que c'est sûr que ça influence tout. À un moment donné, il y a eu j'ai vu un numéro d'humour, puis il disait fait que moi, mon opinion, je la prends, je regarde sur les commentaires, je prends celui qui a le plus de likes, puis ça, c'est mon opinion. C'est ça. Mais tu sais, il y a plein de monde qui le font pour vrai. Il y a eu un article dans la presse qui disait que ma mère allait se suicider. Sérieux? Oui, ma mère s'en foutait, là. Tu sais, ma mère s'en foutait pas, là. Ça la touchait et tout, puis elle était comme, oh mon Dieu, moi je connais ma fille et tout, mais elle allait pas se suicider, calmez-vous! Elle était bien, ma mère, là, elle sait qui je suis, tu sais, elle avait pas besoin de l'opinion des autres, puis elle avait pas, tu sais, elle a bien beau lire tout le hate des autres, puis de voir tout ça, elle sait qui je suis, puis c'est ma mère! Tu sais! Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu sais, de regarder après, puis de voir tout ce qui s'est écrit, puis tout ça? Es-tu tombée des nues ou... Ouais. Quand j'ai été exclue, Joanie faisait pas encore jaser au Québec. Parce que il n'y avait pas encore eu tout le truc. Mais direct que j'ai été exclue, Joanie faisait pas jaser, c'était moi. C'était moi, là, vraiment, là, qui avait comme tout, qui faisait vraiment jaser sur les réseaux sociaux. Il y avait eu plein d'articles sur moi. Dans la presse, il y avait eu aussi un article qui disait... La presse, là. Comme c'est quand que la presse parle de OD? Jamais. Comme la presse a des choses plus intéressantes à parler puis plus importantes. Là. Et ils ont dit une candidate d'Occupation Double sème la haine sur les réseaux sociaux. Puis c'était moi, c'était même pas Joanie Massard. Ouais, j'ai vu. Quand j'ai été exclue, ma nounou, elle s'attendait à devoir vraiment faire une grosse intervention avec moi. Tu sais, sont formés, là, nos nounous puis tout. Puis elle se disait, OK, quand Karine revient au Québec, il faut vraiment qu'elle soit prête parce que le Québec la déteste. Tu sais, c'était un peu ça, là. Mais plus que les semaines avancées, c'est Joanie qui a pris, puis moi, plus que les semaines avançaient, je paraissais de mieux en mieux. Mais le monde comprenait plus. Fait que quand j'ai été exclue, j'étais comme une queen, là. Le monde m'aimait vraiment. Mais au début, c'était pas ça. Fait que, tu sais, les nouvelles, quand elles sont arrivées, eux autres, ils ont eu une semaine de réseaux sociaux. Ça faisait déjà une semaine que OD passait à la TV, puis qu'il y avait des commentaires sur les réseaux sociaux, puis elles autres, elles suivaient tout ça. Puis quand elles sont arrivées, elles ont dit aux autres, parce que moi, elles m'en ont pas parlé, parce que j'essayais de leur demander, elles disaient, on avait toute peur de toi, ceux qui ont dit, on appréhendait vraiment de te rencontrer et tout. J'étais comme, what the fuck? Comment ça? Je comprenais pas qu'est-ce qu'ils ont montré dans l'émission pour ça. J'étais là, what the fuck? Comme ici, il n'y a aucune fille qui a peur de moi. Je vous dirais, comme tout le monde est vraiment bien avec moi, là. Laura Gabrielle, elle a dit au gars, en tout cas, s'il y a une fille qui va faire une sacrée dépression en revenant, c'est Karine. Le Québec la déteste. Donc, moi, quand j'arrive dans la maison des exclus, Phil me dit ça. Je suis là. OK. Fait que faut que je sois prête. Fait que là, j'en parle avec ma nounou, puis ma nounou, elle me fait comme... Tu sais, ils ont pas le droit de nous dire rien de qu'est-ce qui se passe, même dans la maison des exclus. Pendant 3 semaines, on est au courant de rien de qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux, pareil. Mais eux autres, notre nounou, elle est au courant de tout, mais elle peut pas nous le dire. Non. Mais elle m'a juste dit, ça va être difficile quand tu vas revenir. Ça va être difficile. Wow. Fait que sois forte.
Puis là, j'étais comme, OK. Fait que là, moi, dans Maison des Exclus, là, j'ai tellement fait un gros travail sur moi-même à être comme vraiment prête, puis tout. Quand je suis arrivée, puis j'ai vu comment le monde était gentil, puis le monde m'aimait, puis comment je suis sortie, genre, puis j'étais comme, OK, j'avais tellement peur de ce qu'il avait mis dans l'émission, s'il m'avait fait passer pour une folle. Puis finalement, plus que ça avançait, plus j'étais comme, mais c'est moi. Oui, là, j'ai d'autres côtés qui n'ont pas montré. Oui, il y a plein d'autres côtés qui n'ont pas montré que j'aurais tellement aimé ça qu'ils montrent, qui aurait fait que le Québec m'aurait plus aimé. Le monde qui suit vraiment ça, ils ont écouté les entrevues de tout le monde, puis Élodie, Joanie, tu sais, il y en a plein qui en ont parlé de plein d'autres côtés de moi ou de plein d'autres filles que tu fais comme, OK, c'est pas exactement ça. Mais, c'est ça. Justement, par rapport aux réseaux sociaux, comment fais-tu pour gérer les haters ou ceux qui ont rien de constructif à dire sur ton aventure à Bali ou sur ta personnalité? Delete. Je m'en fous. Ouais, des fois, j'ai delete rapidement, puis j'essaie même pas de voir. Je delete. Ou des fois, je niaise un peu avec eux. Puis là, ils font comme... Ouais, c'est vrai, des fois, je niaise, j'envoie des jokes, je niaise, puis là, ils font comme... OK, elle est ben trop nice, ça se prend tellement pas au sérieux, c'est là. Il y en a une couple de haters que finalement, ils ont fait « Aïe, je pensais trop pas que t'allais embarquer, puis finalement, t'es tellement hot, comme tu te prends vraiment pas au sérieux. » Ouais, des fois, je prends du temps pour comme, convaincre les haters. Je devrais vraiment pas faire ça, parce qu'on s'en fout, mais je sais pas. J'aime ça, des fois, un peu niaiser, fait que... Avec ta vie, là, des fois, je niaise. Sinon, je delete. Je check même pas, ça me touche pas vraiment. C'est pas constructif. Ouais, mais des fois, c'est constructif, puis ça me fait un peu de la peine. À un moment donné, j'ai reçu un message d'une fille qui me dit t'es vraiment, en tout cas, plein d'affaires, t'es vraiment conne et tout. Le monde te suit pour te haïr. Puis là, j'ai fait OK, fait que j'ai beaucoup de followers pour me hate. Dans le fond, ils likent pas vraiment mes choses parce que, tu sais, j'ai 100 000 abonnés, mais j'ai quoi, 10 000 likes sur mes photos. Sont où les 90 000 autres? Fait que là, j'ai fait un sondage dans mes stories. J'ai demandé qui me suit parce qu'il m'aime puis qui me suit parce qu'il m'aime pas. Ben, parce qu'ils aiment m'haïr, ben, il y a 32% du monde qui ont dit qu'ils aimaient m'haïr. Puis j'ai fait bon, ben tant mieux parce que vous créez de l'activité sur mon compte, puis ça, c'est vraiment hot! Parce que plus qu'il y a d'activité sur mon compte, ben vos followers voient mes posts, puis c'est hot! Fait que, m'en fous! Non, mais c'est vrai! Puis même si tu me hates, puis que t'aimes m'aimer, ben tu regardes quand même toutes mes affaires, fait que... Ça te fait des vues! Plusieurs sites, dont Hollywood PQ, ont parlé de l'émission L'Heure de vérité d'OD, concernant le fait que plusieurs femmes s'étaient identifiées à toi quand tu as tenu ton point au sujet de ta relation avec Karine. Comment tu te sens face à cette affirmation? Comment tu t'es sentie quand tu as reçu un paquet de messages de la part des femmes qui disent avoir vécu des choses similaires ou s'être reconnues dans tes paroles? Est-ce un poids lourd? Non, je suis tellement contente. J'étais tellement contente de recevoir tous ces messages-là. J'en ai reçu tellement... Comme j'avais de la misère à tout lire puis à regarder tout le monde puis j'essayais de répondre le plus possible mais j'étais pas capable puis ça m'a tellement fait du bien parce que moi j'ai tellement travaillé fort sur moi-même pour être capable de m'affirmer puis dire OK non, c'est terminé, on me manquera pas de respect comme ça puis je veux que ça soit clair, je veux qu'un gars qui a manqué de respect comme ça à une femme devant tout le Québec se le fasse dire en pleine face devant tout le Québec. C'était pas pour me venger, c'était pas pour comme faire chier, c'était juste pour que moi, je tourne la page. Puis je dise, OK, c'est terminé, tu sais, c'est comme, c'est bon, j'ai fait mon deuil, j'ai dit ce que j'avais à dire, puis s'il veut pas le comprendre, au moins il l'a entendu. Voilà. J'ai eu tellement longtemps dans ma vie, eu de la misère à dire non, que maintenant je sois capable de le faire, c'est tellement comme une victoire pour moi. Pouvoir dire aux autres, hey, j'ai travaillé fort, mais maintenant je suis capable. Mais toi aussi, t'es capable parce que moi, j'ai travaillé fort en Titi, mais toi aussi, tu peux travailler fort en Titi, puis tu vas être capable maintenant. Tu sais, à la Nice, quand elle s'est mise à pleurer, puis elle a dit « gère-toi », puis etc., puis je veux pas me rabaisser à votre niveau, etc., ben, j'en ai eu vraiment souvent des réactions comme ça dans ma vie. « Hey, je veux même pas me rabaisser à ton niveau, blablabla, gère-toi, t'es tellement trop intense, tu devrais apprendre à être moins intense, moins émotive, moins tout qu'est-ce qu'on peut dire de moi, là. » Puis à un moment donné, quand je savais que le Québec allait m'haïr et tout, à cause de mon intensité et mon émotivité, je me suis dit, non, je vais revenir, puis je m'assume. C'est ce que je suis, puis quand je suis pas comme ça, puis que j'essaie de jouer quelqu'un d'autre dans ma vraie vie, je suis malheureuse. Fait que ceux qui m'aiment pas parce que je suis trop intense, trop émotive, trop whatever, ben tant pis. C'est peut-être parce que justement, toi, t'es pas quitté vraiment, puis t'es jaloux, ou t'es pas bien avec toi-même, fait que t'as besoin de faire chier quelqu'un d'autre. Je sais pas, mais... Comme je respecte le monde qui sont hyper introvertis aussi, puis j'aime ça.
j'adore ça. En fait, moi, je serais pas capable d'être avec quelqu'un qui est extraverti comme moi. C'est pour ça que je suis vraiment contente de l'avoir montré puis de l'avoir dit d'une façon pour que toutes les femmes qui ressentent la même chose puis qui sont pareilles. Parce qu'il y a le complexe du physique, mais moi, je l'ai pas. Oui, là, j'ai des complexes physiques et tout, mais je me lève pas le matin en me disant « Oh my god, je suis laide. » Puis là, tu sais, j'ai pas ce complexe-là, puis je l'ai déjà eu, mais je me fais confiance à 100% physiquement. Puis je suis vraiment contente d'avoir ça, mais il y a le complexe de sa personnalité, puis moi, je l'ai eu longtemps. Puis j'étais comme « Ouais, je suis belle, mais j'ai une personnalité de marde, selon tout le monde. » J'étais comme « Ouais, mais on s'en fout d'être belle quand que tu fais chier tout le monde, puis que tout le monde te trouve gossante. Comme tout le monde te trouve trop intense, puis te dit d'être moins émotive, moins intense, whatever. On s'en fout-tu d'être belle, rendu là? » Mais moi, c'est ça que je disais à tout le monde, mais tout le monde disait « Ouais, mais t'es belle, tu vas trouver un chum. » Ouais, mais on s'en fout! Parce que il m'aime pas à cause qu'il me trouve gossante! Tu sais, c'est ça aussi. Mais il y a plein de femmes qui sont comme... qui s'en rendent pas compte que peut-être que c'est ça leur complexe finalement, puis que c'est pas leur physique. Mais moi, c'est ça mon complexe, c'est plus ma personnalité que mon physique. Là, des fois, je me trouve pas belle, là. Des fois, je suis comme, hey boy, ok, ça fait dur en temps. Puis, tu sais. Mais je suis pas. Je manque pas d'estime de moi-même pour mon physique. Comme on a dit dans ta petite biographie, tu as fait partie d'un documentaire, L'amour au temps du numérique. Dans ce documentaire, tu dis ne pas croire à la notion de couple à long terme et la fidélité et l'exclusivité. Mais je crois au couple à long terme! La fidélité à long terme Ouais. et l'exclusivité à long terme. Pourtant, dans OD, tu semblais vouloir une relation exclusive. Est-ce que tu peux expliquer ce changement? C'est pas un changement. C'est que ma vision d'un couple, c'est quelqu'un qui était une équipe pis tout, puis que t'es vraiment comme en confiance, puis que tu développes quelque chose de plus. L'exclusivité sexuelle, ça, j'y crois pas. Mais l'exclusivité en relation, j'y crois. Tu sais, je crois pas que mon chum, il doit fourrer toutes les filles à chaque semaine. Je crois que l'exclusivité sexuelle, c'est comme... si ça donne une fois de temps en temps, très rarement, là. Si à chaque mois, mon chum il a besoin de coucher avec quelqu'un d'autre, peut-être qu'il y a un problème. Là. Peut-être que comme je te satisfais pas, mais si ça arrive une fois par année ou une fois 2 ans, je vais pas virer folle. Là. J'ai commencé à voir comme ça à cause que je tournais dans plein de courts-métrages puis j'embrassais plein de gars différents. J'avais fait un court-métrage que je devais comme coucher avec un gars. Puis j'étais comme, en ce moment, je suis en train de tout vivre ça, comme en personnage, mais j'arrive avec mon chum après puis je l'aime autant. Ça reste que, maintenant je suis ouverte, là. Si mon chum me dit, moi je veux un couple exclusif puis je veux rien puis genre on est vraiment fidèles et tout, comme je suis capable. Puis je vais dire, ben oui, parfait. Donc, c'est déjà la dernière question. Disons que je voudrais participer à une émission telle que OD. Jamais! Ou une autre émission de reality show. Ou Non! que je voudrais devenir mannequin. Quel conseil me donnerais-tu? Ok, participer à une émission de télé-réalité ou whatever, jamais. Non, pour vrai, faut juste que tu sois vraiment prête émotivement puis que tu sois à ce niveau-là dans ta vie. Si tu veux faire une télé-réalité et tout, faut que tu sois assez forte puis prête à comme avoir aucun contrôle sur rien de ce qui peut t'arriver puis à te faire jouer dans ta tête puis jouer avec tes émotions à 100 000 % puis c'est vraiment tough. Fait que non. À 99%, c'est non. Tu ne fais pas d'application douce, c'est horrible. Et pour devenir mannequin, quel conseil que je te donnerais? Je sais pas. Ben, une fille qui veut devenir mannequin puis qui veut travailler, je dirais, faut vraiment travailler fort, faut connaître bien ses angles puis apprendre à être hyper à l'aise devant une caméra, comme que tu sois à l'aise devant plein de monde, devant une caméra, devant tout, puis que ça soit rien pour toi puis que ça soit hyper comme naturel de tous les jours. Je dirais ça. Merci d'avoir pris le temps d'avoir dit oui pour te recevoir pour répondre à mes petites questions. Puis de t'être déplacée aussi jusqu'ici, c'est vraiment gentil. Donc c'est ce qui termine ma petite capsule avec Karine Saint-Michel.